Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Raphaël, je te lis ma petite intro. Let's go. Raphaël, coucou. Moi, je suis un peu ému. Tu es mon dernier enregistrement, Raphaël. Après 5 semaines ici à La Réunion, au milieu de l'océan Indien, sous le soleil de l'été de décembre et janvier, c'est la fin de mon voyage. Je repars à Paris dans quelques jours. Et j'ai enregistré 7 témoignages ici. J'ai tout fait pour qu'on entende une jolie diversité. C'est pas mal, mais pas totalement réussi. Par exemple, j'aurais bien voulu entendre des Réunionnais de moins de 25 ans. Tu en as 28. Et des plus de 50 ans, j'aurais voulu entendre des Chinois réunionnais, etc., etc. Mais c'est pas faute d'avoir essayé. Figure-toi que j'ai même démarché quelqu'un sur sa serviette à la plage. Il a accepté d'écouter le podcast, mais il ne m'a jamais rappelé. Bon, mais comme on dit ici, Tiache y coupe gros bois. Tu la connais celle-là ? Je la connais très bien. Merci à Nicolas, un auditeur réunionnais qui m'a aidé sur le créole. Tiache y coupe gros bois. Tu veux corriger ma prononciation ? Non, ça va. Je pense que mon ti, il est un peu parisien, non ? Tu peux le dire, toi ? Tiache coupe gros bois. C'est mieux. Ça veut dire une petite hache peut couper une grosse bûche. Il faut comprendre, à force de patience, on peut arriver à tout. Et moi, j'ajoute aussi, et on n'a pas besoin d'en avoir une grosse. Donc, je l'aime beaucoup. Donc, patience, et peut-être que je reviendrai à La Réunion, on verra. En tout cas, toi, Raphaël, sexuellement, ton kiff, c'est les hommes plus âgés. J'ai dit, t'as 28 ans. Mais t'as un souci, c'est souvent compliqué pour toi de construire une relation avec eux. Et en parallèle, avec des gars plus jeunes, des gars de ton âge, ça coince sexuellement. Ça bloque, tu te sens un peu perdu et tu te demandes d'ailleurs si c'est pas lié à ta toute première fois. Tu as découvert le sexe avec un homme plus âgé, un initiateur bienveillant qui va te marquer. Tu vas nous raconter. Tes blocages sont peut-être aussi liés à ton imaginaire, je me demande. Tu m'as dit, j'étais dans le schéma mariage, enfant, hétéro. Je pensais que les hommes, c'était que pour le sexe. Je me voyais en hétéro curieux. J'allais construire ma vie avec une femme, avoir des enfants, jusqu'au jour où je suis tombé amoureux d'un homme. Et tu as peur, c'est dur, tu es aujourd'hui encore en pleine déconstruction et reconstruction. Tu te demandes quelle est ta place dans ce rêve réunionnais famille-enfant. La famille, c'est un sujet ou un défi posé à tous les gays et les queers du monde. Mais ici, à La Réunion, la famille, c'est particulièrement sacré. Souvent, en tout cas moi, de ce que j'ai observé depuis 5 semaines, souvent on habite tous ensemble, dans la même maison, dans le même quartier. Tu hoches de la tête, Raphaël. Le week-end, tout le monde se réunit, une ou plusieurs fois. Tu hoches encore de la tête. On mange ensemble. Quand on va pas faire un pique-nique sur la plage, avec des tables, des chaises, assiettes, couverts, musique et multiples marmites. Tu hoches encore de la tête. Certains parlent de pique-nique. Moi, je vois des festins. Alors, comment s'inscrire dans ce rêve commun quand on est gay ou queer ? Quelle place dans ce festin je peux ou je veux prendre ? Tu as récemment fait ton coming out à tes amis et tu caches encore ton homosexualité à ta famille. D'ailleurs, dans ton mouvement de coming out, tu m'as dit que ce qui t'aidait pas trop, c'était la communauté queer. Les assos et les figures visibles ici à La Réunion qui, justement, essaient de rendre le rêve réunionnais un peu plus inclusif. Toi, tu trouves que cette communauté est un chouïa expert ? Non, pas du tout. C'est marrant, pourquoi j'ai fait ce lapsus ? Tu trouves que cette communauté est un peu sectaire ? Trop de manières, trop efféminée. Être un homme gay, ça peut passer, mais être un homme gay efféminé, est-ce que ça serait trop ? Et trop pour qui ? Nous revoilà à toquer à la porte de la masculinité réunionnaise pour lui demander des comptes. Mais pour commencer à déplier ce témoignage, à moins que tu aies envie là de rebondir vigoureusement, moi je te propose plutôt de tirer ta première question au hasard. Question magique. Question magique dans le sens que souvent ça vient poser un truc un peu méta et tout. Et pour tirer cette question, il te faut choisir un chiffre entre 1 et 77. Très belle présentation de Lille sur
sa particularité très famille. C'est exactement ça Ouais. sur l'île. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, on est très famille. Ouais. Quelque chose de très soudé en nous. Ben, c'est quelque chose qui nous vient de notre histoire d'esclaves, en fait. C'est qu'on vivait, après l'abolition, c'est qu'ils ont tous vécu les uns à côté des autres, les maisons collées aux unes. Mhm. Et c'est quelque chose qui est resté dans la culture. Je connais des familles encore qui, on pourrait croire que le quartier leur appartient parce qu'en fait, dans le quartier, ce ne sont que des membres de leur famille, les cousins, les tatis, les tontons, les parents, les grands-parents. Et en fait, ils vivent tous là de leur naissance jusqu'à leur mort. Et c'est vrai, on n'est pas dans ce schéma où, comme ça pourrait être ailleurs dans d'autres pays, où en fait les enfants s'éloignent. On en a. Mais ça reste quand même très peu. On reste assez proche. Et puis il y a aussi ce côté convivial où se dire, quand j'ai des enfants, c'est pratique pour déposer les enfants chez les parents, chez les grands-parents. Et puis, comme on s'entraide beaucoup, c'est plus facile de s'entraider quand on est à côté que quand on est un peu plus éloigné. Même si sur l'île, on n'est jamais bien loin. Je trouve que ça impacte, de ce que je comprends et j'observe, ça impacte énormément parce que l'intime devient familial en fait. C'est-à-dire être de cette faire famille à la réunionnaise, la question de l'intime, tu vois ce que je veux dire, c'est exposé au vu de tous, quoi. C'est exposé au vu de tous, clairement, parce que du coup, c'est compliqué de dire, je reçois quelqu'un chez moi, je reçois des amis ou peu importe. Ah non, mais moi, j'ai pas fait beaucoup de plans ici. Parce que moi, je peux pas recevoir. Là, parce que là, on est là sur la terrasse de mes auditeurs hôtes. Et non, je vais pas ramener quelqu'un ici. Et en fait, à moi, les Réunionnais, à 90% me disaient, j'habite en famille, je peux pas recevoir. Clairement, moi, j'ai déjà eu des plans cul où en fait, c'était... Alors, quand tu rentres dans l'allée, fais attention parce que toute ma famille habite au début de l'allée, donc sois assez discret quand tu... d'accord, ok, je peux pas être plus discret que de marcher. Donc mais c'est une problématique qui se pose. On se tire notre question secrète, hein? Non, mais magique, ton chiffre. Le 17. Pourquoi le 17 ? Parce que j'aime beaucoup le 7. Je suis né un 1er décembre, baptisé un 7 décembre. On approche de la date du 17 janvier, qui a la date anniversaire, l'anniversaire de ma sœur. Très bien. Bon, déception. Le 17 est une question tellement générique qui peut s'appliquer à n'importe quel témoignage. Quelles sont les barrières que tu as rencontrées en cherchant à t'épanouir sexuellement ? Je te propose de dire la première qui t'est venue en tête. Qu'est-ce que j'aime et ce que je n'aime pas ? Où est-ce que je suis prêt à aller ? Quelles sont mes limites en fait ? Et c'est pas facile à pouvoir répondre à ça, s'il faut pouvoir le faire, mais il faut pouvoir être en confiance avec la personne avec qui on le fait. Et moi je vois le sexe comme quelque chose de vraiment de partage, de libérateur, et qu'en fait il faut essayer plein de choses. Je suis très ouvert aux pratiques. Il y a des choses que je n'apprécie pas parce que je ne prends pas mon kiff, mais c'est où est-ce que je suis prêt à aller sexuellement. Tu peux me donner un exemple ? Je suis pas sûr de comprendre. Donc là la question c'est quels sont les blocages, attends je l'ai perdu, quelles sont les barrières que tu as rencontrées en cherchant à t'épanouir sexuellement ? Ça veut dire, toi, ta barrière, c'est que tu n'arrives pas à savoir ce que tu aimes ou t'aimes pas parce que tu n'as pas beaucoup d'expérience ? Non, plutôt parce que dans le sens où, en fait, je suis encore dans la recherche d'un plaisir ultime, en fait. Du coup, je teste beaucoup de choses, et en fait, le blocage que j'ai, c'est avec les partenaires, c'est que je peux pas tout pratiquer avec tout le monde. Et parfois, c'est compliqué de trouver un partenaire avec qui partager quelque chose d'agréable. C'est marrant parce que, en préparant cet entretien,
Et je me disais, mais je comprends pas la problématique de fond de Raphaël. En gros, si je simplifie, tu dis, je kiffe les hommes plus âgés et bof les plus jeunes. Et du coup, moi, j'étais un peu genre avec mes gros sabots, j'étais là, eh ben, très bien, c'est super, Raphaël. Et il n'y a pas de souci. Et dans tout notre pré-entretien, et c'est pour ça que je parle d'imaginaire dans mon intro, c'est que tu me ramènes toujours à un absolu, à une perfection vers lequel, qui, elle, te pose beaucoup de mal, tu vois, pose beaucoup de problèmes. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour toi? Là, dans ta réponse, tu me disais, ma barrière, c'est que j'imagine un parfait que je ne peux jamais atteindre, et donc dans le moment présent, ça me frustre, ou ça me déconnecte, ou ça m'attriste. Clairement, c'est quelque chose qui pose énormément de problèmes dans ma vie. Je suis quelqu'un qui cherche énormément la perfection, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, et aussi dans ma vie sexuelle. Et sur le professionnel, j'ai essayé de déconstruire ce truc. On peut jamais être parfait, et en fait, on peut juste faire un peu mieux chaque jour. Et c'est vrai que sur le côté sexuel, j'y arrive un peu moins. Je pense qu'il y a aussi ce truc de être un bon amant, parce que on tente de plaire, il faut être bon, parce que je sais pas, j'ai été construit comme ça, où sexuellement t'es là-bas. Ok, sois bon, peut-être ton partenaire il prendra du plaisir, peut-être toi aussi. Si tu donnes le meilleur de toi, il va jouir. C'est la performance, quoi. Il faut être au rendez-vous. Ouais. Il y a une pression sur tes épaules quand tu es dans un acte sexuel. Il faut que tu sois à la hauteur. Clairement. Ok. Et à la hauteur d'une certaine perfection. Est-ce que tu peux me mettre en mots c'est quoi le souci d'être attiré par des hommes plus âgés? J'ai pas de souci à être attiré par des hommes plus âgés. En fait, moi, ce que j'aime bien avec les hommes plus âgés, c'est que ils m'apportent quelque chose dans cette performance sexuelle, dans cet acte. Et je pense que c'est ça que j'aime bien. Là où parfois ça peut peut-être poser problème, c'est sur ce que eux attendent c'est sur les attentes entre lui et moi. Ok, comme quoi par exemple? Souvent t'es là juste pour un plan cul, et en fait le mec il est pas lui il est pas dans cette optique là, et il cherche plus autre chose, et Okay. c'est pas ce qui est défini au début de cet échange. Ok. Et j'ai remarqué, c'est peut-être un peu ce qui me plaît, mais quand je suis là pour un plan cul, c'est pas ce que je recherche. C'est que j'ai remarqué que souvent les hommes plus âgés avec qui j'ai des relations sexuelles sont plus tendres. Moi là par exemple, j'ai un amant qui ne dit pas viens on baise, viens on... c'est faire l'amour. Mais et là où c'est compliqué pour moi avec lui, avec ce mot-là, faire l'amour, c'est que moi, faire l'amour, c'est vraiment quand je suis en couple et que je suis amoureux, je fais l'amour. Mm-hmm. Avec un amant, avec un plan cul, je baise. Mm-hmm. C'est du cul. Mm-hmm. Et donc, je discute en ce moment avec lui. Et oui, en fait, lui, il n'utilise pas le mot baiser. Et donc, au début de cette relation, c'était compliqué pour moi. Faire l'amour, pour moi, c'est avoir des sentiments. Mm-hmm. Donc à ce moment-là, je me mets une barrière, me dire non, moi je veux pas de sentiments avec lui, et j'ai pas envie qu'il ait de sentiments avec moi. Mm-hmm. Donc à certains moments, je peux être un peu plus je sais que j'ai pu être un peu plus distant avec lui, okay. Pour pas avoir de sentiments l'un envers l'autre. Pourquoi on pourrait pas avoir des sentiments l'un envers l'autre? Parce que là, dans ce cas-là, c'est pas ce que je recherchais. C'est vraiment quelqu'un juste que j'ai envie de voir de temps en temps pour du cul. Ok. Mais tu peux me donner des exemples de barrières ou de ce qui marche pas du coup avec les plus jeunes? C'est quoi le souci avec les plus jeunes? Alors les plus jeunes, c'est que on n'a pas le même rapport. J'ai pas le même rapport au sexe que. Je trouve qu'ils sont beaucoup dans du cul pour du cul.
Tu sens que c'est des gens qui ont grandi avec le porno et en fait ils arrivent, ils te baisent ou tu les baises et en fait ils repartent. Il y a pas un minimum d'échange. C'est vrai que même si je suis pas dans vouloir des sentiments, comme je te disais tout à l'heure, j'aime bien quand il y a un bon feeling avec les gens, je suis plus à l'aise et je m'ouvre un peu plus. Et eux, en fait, c'est vraiment, ils arrivent et ils repartent comme s'ils avaient juste un colis à déposer. Ok. Et parfois, ça peut me poser problème parce que je suis là. Après l'acte, Ok. je suis là, j'ai pas ressenti quelque chose d'agréable. Ok. Moi, ce que je ressens, et je le dis tout fort parce que ça engage la suite de l'interview, moi, je me sens pas à l'aise qu'on continue à creuser à cet endroit-là des barrières, etc. Dans le sens où j'ai l'impression que c'est pas vraiment ça que tu racontes. Parce que d'un côté, moi, ce que je ressens, c'est que tu crées des barrières. Et je te dis pas que ce que tu vis n'est pas vrai hein, et que c'est toi le coupable. C'est pas une question de culpabilité, mais avec les plus vieux qui voudraient plus, tu veux moins. Avec les plus jeunes qui veulent moins, tu veux plus. Et du coup, t'as pas l'impression que du coup, ton enjeu des blocages, il est pas tellement sur vas-y, on creuse le rapport aux vieux, aux jeunes, etc. C'est plus toi dans ton acceptation. Et je relie directement au coming out et à comment toi tu t'acceptes et tu t'imagines comme un homme gay. Tu t'es entendu dans ta contradiction ? Oui. Et que quelque part, est-ce que t'as pas l'impression, c'est assez brutal ce que je te propose, mais quand une opportunité s'offre à toi, ton cerveau va de toute façon chercher à y voir ce qui n'est pas possible ou à y voir l'inconfort ou le désagrément. Tu vois, donc celui-là, il est trop engagé, celui-là ne l'est pas assez, celui-là... Est-ce que tu observes ce mouvement-là de ton cerveau ? Ça m'est arrivé. L'insatisfaction qui fait que tout est un échec. Ça m'est arrivé d'observer ça. Comment te dire ? Je pense que j'ai un rapport aux... Enfin, clairement, mon rapport aux hommes est compliqué dès mon enfance. Et c'est certainement dû à la carapace que je me suis construit adolescent, qui fait que j'ai peu confiance aux hommes et que je cherche souvent, comme je disais tout à l'heure, à pas avoir de sentiments parce que j'ai pas envie d'être de nouveau blessé. Ok. Il s'est passé quoi dans ton enfance ? J'ai eu une relation très compliquée avec mon père suite à la séparation avec ma mère quand ils se sont séparés, où en pleine adolescence je me suis retrouvé limite abandonné par mon père pendant pas mal d'années et la seule figure paternelle que j'avais c'était mon grand-père qui lui du coup était quelqu'un qui fonctionnait vraiment à l'ancienne, c'était un vieux de la vieille comme on dit. Et, ça veut dire quoi concrètement ? Quelqu'un de très rigide, dur avec moi. Parce que j'ai bien compris plusieurs années après, plus tard, que c'était pour mon bien. Mais où du coup, la figure que j'avais était très patriarcal en fait. Lui, il a eu une femme, 4 enfants. C'est un homme qui a travaillé toute sa vie et donc il m'a un peu, ça a été un peu ma seule éducation paternelle et c'était compliqué. Ça veut dire toi, t'as eu l'impression qu'il martelait ce rêve par des mots ou par des gestes, ou bien plus généralement l'exemple qu'il incarnait était très patriarcal, femme-enfant. L'exemple et parfois plus des gestes où voilà moi il m'a appris pour lui c'était important que j'aille à l'école, que je travaille, que je deviens un peu l'homme de la maison. Et je me rappelle d'une image qui est chez lui, d'une phrase accrochée chez lui qui est « Un homme riche est un homme qui gagne plus que sa femme ne dépense », qui rapporte encore à ce truc de c'est l'homme qui doit aller travailler et ramener l'argent à la maison. Du coup, je grandis un peu avec cette image.
qui est aujourd'hui totalement déconstruite et qui pour moi n'existe plus. C'est vrai ça? Qu'elle est complètement déconstruite? Cette image patriarcale? Oui. Pour moi, oui. Enfin, aujourd'hui... C'est pas elle sur laquelle on bute pour justement se connecter avec d'autres hommes? Là, je parle plus d'un point de vue plus personnel que dans ma vie de tous les jours, plus que sexuel. Tu fais pas... Moi, je fais un lien, mais pas toi. Non. Ok. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu peux me ramener à cette première fois, cette toute première fois avec un homme et me la raconter? On a quel âge? Je sais pas pourquoi je dis on tout le temps. Tu as quel âge, Raphaël? J'ai 16-17 ans. Ok. Tu habites dans quel coin de l'île, tu veux le dire? Au port, chez ma mère. C'est à l'ouest, hein, le port. C'est ça. Un peu un chouïa nord. Ou ouest-nord. Plus ouest. Ça, c'est vraiment genre la première ville de l'ouest de l'île. Ok. Donc voilà. J'habite là. Je suis fin collège, début lycée, je crois. Non, début lycée. Et en fait, je suis inscrit sur un site de rencontre qui s'appelle Badoo. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Et je discute avec plusieurs mecs. Et en fait, avec un mec, ça se passe très bien par message. On discute longuement pendant 2-3 mois, je pense. Ok. À cette époque-là, tu te dis, je suis hétéro-curieux, donc moi j'aurai une femme, des enfants. Exactement. Tu te branles sur des pornos hétéros ou t'as des petites amies? J'ai une petite amie, donc je sortais d'une relation fin collège avec une fille. Oui, donc tu vis une hétérosexualité voilà. Et qui est réelle pour toi, dans le sens t'as de l'attirance ouais, j'ai de l'attirance. Alors, j'étais pas amoureux, on en reviendra plus tard, mais j'avais de l'attirance pour les filles à ce moment-là. Ok. Et j'avais... je suis quelqu'un de très curieux, donc j'avais l'envie de tester la relation avec un homme. La relation sexuelle. Sexuelle avec un homme. C'est pour ça que t'es sur Badoo. C'est pour ça que je suis sur Badoo. Ok. Ça, aujourd'hui, ce sentiment, cette attirance hétéro, tu m'as dit qu'elle a plutôt disparu. Elle a clairement disparu, mais c'est vrai que je me laisse les portes ouvertes parce qu'aujourd'hui, dans ma déconstruction, j'ai aussi appris qu'en fait, pour moi, c'est pas être attiré que par un genre. Mm-hmm. Ça peut être attiré par une personnalité, une personne. Mm-hmm. Donc, je me ferme pas la porte en me disant, en fait, demain, peut-être que je finirai par tomber amoureux d'une femme et que je passerai ma vie avec elle, comme ça pourrait être d'un homme ou peu importe. En fait. Ce qui arrangerait bien la mémoire du grand-père, si ça pouvait être une femme. Hein. Oui. Ouais, c'est vrai. J'avoue, il est décédé il y a pas longtemps et c'est une des choses que je craignais un peu de pas qu'il parte sans que je sois encore totalement épanoui. Ok. Dans ma vie, que je l'ai dit à tout le monde et qu'en fait, je suis 100% moi. Ok. Parce que tu aurais voulu lui dire pour ton orientation sexuelle, c'est ça dont tu parles? Je sais pas, il aurait peut-être pas compris parce qu'il avait un bel âge et qu'il comprenait plus tout. Mais je pense que ça m'aurait fait du bien de me livrer à lui, même s'il comprenait rien. Et parce que quand même, ça a été quelqu'un qui a énormément compté dans ma vie, qui est mon modèle sur plein d'autres trucs. Et aujourd'hui, je me dis c'est une de mes petites déceptions de ne pas lui en voir. Bien sûr. On est sur Badoo. Tu te rappelles du profil de monsieur? Tu veux qu'on l'appelle comment? Monsieur... On l'appelait Martin. Ok. Je me rappelle plus trop de son profil. J'ai une photo de lui avaché sur un lit, torse nu. Il est plutôt mignon, blanc, métropolitain, cheveux courts. Poilu? Non, imberbe. Grand, petit? Taille moyenne. Gros, musclé? Non, mince. Mince, maigre? Non, pas maigre, mince. Taille normale, quoi. Lunettes? Non. Et
J'essaie de réfléchir à d'autres trucs physiques. Il y a quelque chose qui... Mais avachi sur le lit. Avachi. Un peu en mode pacha. Un peu genre domi. Non, un peu mi-position yoga, je suis détendu, mais... Yoga namasté. Ah ouais, donc Ouais. plutôt genre... Je suis au-dessus de cette situation dans une respiration interne. Ouais. Et où en fait il cache tout le bas de son corps avec une couverture. La couverture de son lit, tu vois. Et juste son torse Ok. laisse dévoiler, quoi. La teneur de votre conversation, elle te plaît? Pourquoi? Pourquoi tu le sens bien avec lui par écrit? Parce on discute beaucoup et en fait on crée dans cet échange, je pense qu'on crée déjà un bout de cette intimité qui va se produire et moi je crois que je lui avoue que voilà, j'ai jamais couché avec un homme et que ça va être ma première fois et que j'ai envie d'essayer. Je ne connais absolument pas les termes du milieu, donc actif, passif, versa, je n'y connais vraiment absolument rien. Et en fait, lui me questionne énormément dans comment je vois la chose. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, c'était ce que je connaissais venait du porno. Et au fil des conversations, on finit par trouver un moment pour se voir chez moi. Donc après les cours, je me rappelle rentrer à la maison, préparer ma chambre, moi me prendre une douche et tout, commencer un peu à stresser parce que c'est la première fois. Je suis chez ma mère. C'est pas un endroit très discret. Est-ce que toi aussi t'as de la famille autour? Non, parce que j'y vais dans un petit immeuble où on était 3 locataires et les propriétaires qui vivent à côté. Et en fait, on avait qu'un escalier qui menait. On pouvait se croiser à n'importe quel moment de la journée parce que les propriétaires étaient à la retraite. Ok, ouais. Ta mère est partie de l'appart pour combien de temps? Ma mère est au travail. Ok. Donc je sais que j'ai jusqu'à 18h parce qu'elle sort du travail. Elle est à 5 minutes du travail, de la maison. Ok. Et son travail, jamais ça lui arrivait de rentrer à la maison de façon inopportune? Jamais. Parce qu'il y a eu un souci ou parce qu'il y a exceptionnellement... Non. Non, jamais. Ok. Donc t'es plutôt à l'aise qu'elle va pas venir avant 18h. C'est ça. Ok. Donc, et puis, comme je connais très bien son emploi du temps, je choisis vraiment le jour où je sais s'il y a des moments où elle travaille pas l'après-midi, où elle a des plus grandes pauses. Donc, je choisis vraiment le moment où je sais qu'elle va pas rentrer à ce moment-là. T'as des frères et sœurs? Pas à ce moment-là. Ok. Donc, lui vient chez toi? Donc, lui, il vient chez moi. Je l'accueille à la maison et on se pose tout de suite dans la chambre. Ou peut-être je lui propose un verre d'eau, mais très rapidement. Chambre qui est à l'étage. Et on se pose, donc il s'installe, il était venu avec un sac, on s'installe tranquillement, on se pose sur le bord du lit et on discute un peu et puis il commence à avoir des gestes de tendresse, à me caresser sur la jambe et tranquillement, tout en discutant et je pense qu'il sent que je suis un peu nerveux et il me détend un peu l'atmosphère. Il fait des blagues? Je m'en souviens plus exactement de cette partie-là, de ce qu'on peut se dire à ce moment-là. Il te propose une respiration yogique? Du tout, ça je crois pas, non. ça m'aurait marqué quand même. Ouais. Alors, et on commence à s'embrasser. Et moi, ce que je me souviens qui va me marquer, c'est vraiment qu'il est dans un... Je suis un enfant à qui il donne des connaissances en apprentissage. Et donc moi, à ce moment-là, j'allais être passif. C'était ce qu'on s'était dit par écrit? Oui. C'était préparé? C'était préparé. Lui, il m'avait dit il était actif. Il avait quel âge à la louche? Il avait entre 30 et 35. J'en avais 16, 17. Et donc lui à ce moment-là, on s'allonge sur le lit, on s'embrasse et je me souviens où il me demande
de m'allonger sur le ventre. Et là, il commence à s'approcher de mes fesses, à les masser. Et j'ai un vague souvenir qui me lèche le cul. Et après, je le vois partir à côté de son sac. Et là, il sort 2 godes. Un de taille, pour moi, moyenne, très fin, rouge, pardon. Et un autre qui sort un peu plus grand. Et des préservatifs. Et là, c'est un peu... il me prépare à l'acte où en fait il va me goder, il va me doigter, et en fait je vais prendre plaisir à ça. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il le fait vraiment avec bienveillance, où il va pas comme un bourrin. Il me demande si ça va, s'il peut aller un peu plus au fond, toujours avec le god, toujours avec ça. Et je t'interromps, j'ai mon cœur super lourd et j'ai l'impression que l'énergie de notre échange a descendu genre de 4 étages. T'as le visage grave, tu vois, dans ta façon de raconter, moi ma perception, tu fronces des sourcils et t'as le visage, tu vois, très sérieux, grave. Tu comprends pourquoi j'ai ce ressenti? Tu le sens aussi ou c'est assez éloigné de ce que tu essaies de raconter? C'est assez éloigné, je suis beaucoup en train d'essayer de me mémorer les choses. D'accord. C'est pour ça, oui, tu prends le temps, tu développes et tout, mais le moment est joyeux. Oui, non, franchement, je prends vraiment plaisir ce jour-là à découvrir tout ça. Ça se passe vraiment très bien. Je dis souvent, on dit tout le temps, une première fois est jamais parfaite. On peut pas avoir une première fois parfaite, faut arrêter d'idéaliser cette chose. Et j'entends souvent des gens qui me disent, ouais, mais moi, ma première fois, il y a ça et ça qui a merdé. C'était horrible. Et moi, vraiment, c'est un moment joyeux dans ma vie. Ok. Franchement, je me dis, je l'ai fait avec une très belle personne. Certes que je n'ai jamais revue après. Ok. Malheureusement. Mais cette personne-là était d'une gentillesse, d'une bienveillance avec moi, sachant que j'ai pas caché que c'était ta première fois. C'est ma première fois. Mais d'ailleurs, on va aller au bout, parce que c'est moi qui t'ai interrompu. 2 godes de 2 tailles différentes. Le gars, il arrive équipé et tout, avec sa petite mallette, et hop, il te gode. Et toi, avec un seul god, d'ailleurs, il l'a fait qu'avec un seul. Ok. Et toi, dans lequel il avait mis un préservatif et tout. Il avait du gel. Franchement, mec, parfait, quoi. Enfin, sur ce moment-là, pour moi, il était parfait. Je pouvais pas rêver mieux. Ok. Donc voilà. Et en vrai, fait, ça ouais. Tu pouvais pas rêver mieux? Non. Je l'ai compris plus tard, mais je pense que je me dis que je l'aurais fait avec d'autres mecs, ça aurait été totalement différent et j'aurais peut-être pas apprécié autant et j'aurais peut-être pas continué le sexe avec les hommes et me découvrir autant et j'aurais pu créer une frustration en moi. Il te pénètre? God? Et après, on y va? Et après suce. Je le suce pendant pendant un moment et en fait, j'ai des souvenirs où il me donne quelques tips aussi, tu vois, donc même là-dessus, en fait, il est très... C'est marrant parce que moi, si tu essayes de me pénétrer alors que je suis allongé sur le ventre, je déteste ça parce que je peux pas me masturber. Et que souvent, tu vois, pour me détendre, pour me réconforter, entre guillemets, enfin, tu vois, pour la masturbation, la mienne peut m'aider. Toi, c'était pas ton cas? Le fait de plus avoir accès à ton pénis Non, c'était... j'avais jamais eu de rapport sexuel avec un homme à ce moment-là, donc pour moi, c'était totalement une découverte. Ouais. Donc, ce qu'on faisait, pour moi, ce qui me faisait, pour moi, était normal. Donc le fait de pas pouvoir me toucher, ça me dérangeait pas. Enfin, ça m'est même pas venu à l'idée. Une fois que tu l'as sucé? Une fois que je l'ai sucé, j'ai souvenir qu'il me demande si je veux, qu'il me pénètre cette fois-ci avec sa queue. Et je lui dis que j'ai envie de tester en fait. Je veux qu'on aille un peu plus loin. Donc il le fait et je prends plaisir à ça. Et pareil,
toujours, il est allé doucement au début et en fait, il a toujours été un peu tendre et bienveillant dans la pénétration. Jusqu'à ce que lui il jouisse, et moi j'ai pas souvenir d'avoir joui. Ok. Pourquoi non, c'est quoi ces tips qu'il t'a donné, tu te souviens? Franchement, non du tout. Okay. Je sais voilà, je le fais pas bien et que ça le dérange un peu. Et je le fais pas bien, ça veut dire quoi? Enfin, de sucer. Oui. Ah. Je pense que tu vois, j'ai dû peut-être mettre les dents ou voilà, c'était la première fois que j'avais une bite dans la bouche, donc ouais, enfin, je pense que comme toute première fois, enfin, c'est quand tu sais pas faire un truc, donc voilà. Et oui, donc et puis il en avait une qui était large, donc j'ai eu un peu mal à la mâchoire à un moment donné. Donc là-dessus, il était cool. Ok. Pourquoi on l'a jamais revu? On a rediscuté un peu après, mais il n'y a pas eu de passage à l'acte parce que je pense qu'à un moment donné, lui comme moi, on s'est un peu, on a pris de la distance avec la chose, où on s'est un peu éloigné de cette relation sexuelle. Et puis parce qu'en fait, c'est compliqué. Je suis en cours tout le temps, du lundi au vendredi. Le week-end, je peux pas recevoir. Lui, il travaille. Lui, du coup, c'est quoi son profil? C'est un Zorey, c'est-à-dire un Français de métropole? Je pense que c'est un Zorey. Non, c'était pas un créole blanc, parce qu'on a les créoles blancs, tu vois. Ouais. Mais non, c'est un Zorey, ouais. Un blanc de métropole français. Bah, du coup, lui, il peut recevoir? Il recevait pas chez lui. Alors, je sais plus pourquoi. Je pense qu'on en avait discuté à ce moment-là. Mais c'était, enfin, il se déplaçait. Ok. Donc, bon, ça c'est sont pas fait. Voilà. Et toi, tu dis les deux se sont éloignés parce que toi aussi, en fait, t'avais peut-être moins envie. J'ai dû me lasser de discuter qu'il n'y ait pas de rencontres possibles, enfin de nouvelles rencontres possibles. Ouais. Je me dis, c'est marrant parce que ton souvenir, c'est la perfection. Et peut-être aussi que, tu sais, quand une chose arrive qu'une fois et n'y arrive plus, en fait, la rareté fait la perfection aussi. Par exemple, là, moi, c'est mes derniers jours à La Réunion. Et du coup, n'importe quoi que je fais, je suis là, ah putain, c'est ouf. Donc là, j'ai mangé un litchi, j'étais là, pardon, litchi. J'étais là, waouh. Mais c'est vraiment le litchi de l'univers, quoi. Là, après, j'ai envie de prendre la voiture. Et là, la route, je suis là, mais cette route est magnifique. César, mais je rigole pas du tout. Après, moi, je suis un peu comme ça. Je suis un peu genre, je vois les belles choses et tout. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et c'est uniquement parce que je pars mercredi et que je suis là. Mais attends, mais mercredi, je vais atterrir dans un Paris de janvier. Il doit faire 3 degrés, bien sûr, une plaque de nuages gris, blablabla. Peut-être aussi que cette perfection qui t'habite encore aujourd'hui, parce que là, ma question d'après, ça va être autour de ça. Parce que toi, tu dis que cette première relation, elle est fondatrice aussi dans les enjeux d'aujourd'hui. Quand tu vois ce que je veux dire, oui. Que suite à cette perfection, alors aujourd'hui est toujours un peu en dessous. Peut-être que c'est le cas ou pas? J'ai bien compris. Le fait que ça s'est passé qu'une fois, j'idéalise un peu le truc, mais en tout cas sur le fait que ça a été un très bon moment, ça j'idéalise absolument pas parce que ça l'était vraiment. Bien sûr. Avec du recul. Comment ça impacte ta sexualité sur la suite, cette relation fondatrice? C'est que à chaque fois après, les gens sont moins précautionneux, les gens sont plus brutaux, les gens sont autres. Brutaux non, précautionneux pas forcément. Mais c'est vrai que après ça, j'ai enchaîné quelques relations sexuelles. Certains avec lesquels je vais prendre plaisir, d'autres pas du tout. Et à un moment donné se vient la question de est-ce que je prends plaisir en étant passif finalement, et donc tu t'étais mis dans cette boîte? Ouais, dans cette boîte de passif. Simplement parce que t'es plus jeune. Tu te dis c'est moi. Parce que j'avais exploré que ça. Ok. Parce que j'avais exploré que ça, et en fait, il va falloir attendre 2-3 ans que j'arrive à la fac, à l'université, où là, je décide d'avoir un rapport sexuel
de devenir actif et d'avoir un rapport sexuel avec un passif, et que là je découvre quelque chose que j'aime bien aussi, tout autant que d'être passif. Et pendant quelques années, en fait, finalement, j'étais actif. Tu n'as pas tout à fait répondu à ma question. Tu m'avais dit, moi, cette relation fondatrice, elle a impacté la suite. Cette perfection fondatrice, elle est aussi en partie dans mon blocage d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'expliquer le lien que tu pourrais faire ou que tu fais? Après ça, j'ai eu beaucoup de j'ai continué à avoir des rapports sexuels avec des hommes plus âgés que moi. Et ce qui est toujours un peu le cas aujourd'hui. Ce que j'aime dans le fait d'avoir des relations sexuelles avec des hommes plus âgés, c'est que il y a une connaissance et une confiance qui est plus présente. Ils sont expérimentés. Ouais. Pas forcément. Pas tous. Parce qu'il y en a, je là. Ok, bon. Ça dépend quand est-ce que tu as commencé tes aventures sexuelles et ta capacité à te connecter à toi et à l'autre. Et ça, c'est pas l'âge qui le décide toujours. Et mais c'est vrai que plus souvent, j'ai plus pris plaisir. Enfin, à chaque fois que j'ai souvenir, c'est que quand je découvre quelque chose de nouveau, quand je prends vraiment mon pied, c'est souvent avec quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de mon âge ou plus jeune que moi. Je me rappelle là d'un soir où je vais chez un mec, il est peut-être 2h du matin, plus âgé que moi, et en fait l'acte a duré 2-3 heures, et pareil, mec bienveillant, qui met en confiance, je crois que c'est la première fois avec lui j'utilise du poppers. J'avais jamais utilisé ça de ma vie, je découvre le produit sur le moment, et en fait pareil, il me dit t'y vas doucement parce que ça peut être fort, machin, et il utilise aussi des jouets, il est très jouet, ce mec là aussi, et en fait et souvent c'est comme ça avec les mecs plus âgés où en fait je découvre des trucs. C'est l'initiation, ouais. C'est le fait d'être ok, et je vois toujours pas le problème. Pas en quoi c'est un souci. C'est pas sur l'acte sexuel, il y a pas de souci. C'est sur l'après en fait. C'est que quand tout ça m'arrive, il m'est pas encore arrivé le moment. Je suis encore dans ma tête hétéro curieux. Ok. Et du coup, je me retrouve face à des hommes à qui on n'est pas en phase sur la manière de penser, sur la maturité. Bien sûr. Donc des hommes qui vont vouloir un peu plus, qu'on se voit plus régulièrement. Moi, à ce moment-là, c'est pas forcément ce que je recherche. Okay. Mais c'est le cas encore aujourd'hui. Un peu moins. Je cherche à pas avoir des sentiments, as-tu dit. C'est encore en action en toi. Oui. Cette mise à distance. Parce que là, le monsieur bienveillant de 3 heures. Ouais. C'était récemment. Non, c'était il y a très longtemps. Ça. Ah pardon. Il y a 3-4 ans. Il y a eu un autre monsieur, un autre plan régulier en ce moment. Ouais. Il est plus âgé, lui aimerait plus, mais c'est toi qui bloque. Ah oui, c'est celui qui dit monsieur faire l'amour. Oui. C'est encore actif en partie en toi, cette mise à distance des sentiments. Lui, Oui ou non? Ouais, j'ai bien compris. Non, parce que sinon j'ai rien compris à ce que tu racontes depuis le début. Non, mais il y a toujours ce blocage de sentiment, mais en fait c'est dû pareil à ma carapace de j'ai pas forcément envie de me dévoiler, j'ai pas envie de retomber amoureux, parce que quand je suis la seule fois de ma vie où je suis tombé amoureux, ça a été compliqué. Et en fait, c'est avec cette personne-là que je découvre que je suis gay. Et c'est pas une histoire que t'as racontée là? La première fois où t'es tombé amoureux, tu nous l'as pas encore raconté. Je l'ai pas encore raconté. Bon, épisode suivant. Tu vas raconter la suite de ton histoire, la première fois où t'es tombé amoureux et comment ça t'a impacté. Je crois que je suis aussi curieux de comprendre où est-ce que t'en es dans ton cheminement de coming out. Ok. Et le sens que toi tu apportes à tout ça et les ponts que tu pourrais faire ou pas. Moi je te propose qu'on voit tout ça dans un second épisode.
Ça te va? Ça me va. La suite au prochain épisode. Merci. Au plaisir. Tu veux faire une petite pause? Avec plaisir. Qui sera composée de quoi? Petit verre d'eau. J'ai fait checker ton mon Instagram? téléphone. Non, je travaille. Je suis censé travailler aujourd'hui et c'est la reprise. En fait, c'est ma rentrée aujourd'hui. Ok. Je commence avec toi. Ok. Et ensuite, je pars dans le sud travailler. Et du coup, j'ai pas trop prévenu mes clients que j'enregistrais un podcast ce matin. Sache que là, ça c'est du vrai travail, ça. Ouais. Ce qu'on est en train de faire. Tu as un petit carnet Astérix et Obélix à côté. Que j'ai acheté il y a quelques jours, enfin il y a la semaine dernière. Tu es fan? J'adore. Astérix et Obélix particulièrement. Ouais, vraiment, j'adore les personnages. Et j'ai grandi avec la bande dessinée. Et c'est vrai que j'étais allé m'acheter un stylo de base. Et je fais le tour. Là-dessus. Ouais, je fais le tour parce que je me dis, attends, peut-être pour le boulot, il me manque des trucs. Donc je check dans les rayons et je vois ça. Il m'en faut. Je me suis toujours posé la question, moi, blanc, si j'avais grandi avec uniquement des figures, que mes figures d'inspiration étaient que blancs, que noirs. Donc c'est ton cas là dans le sens inverse, c'est-à-dire que toi, Astérix et Obélix, je crois qu'il y a 0 noir, sauf traité de façon ultra raciste. Ah non, c'est peut-être je confonds avec Tintin, qui en tient des couches aussi. Je crois que dans Astérix et Obélix, c'est les Gaulois. Toi... Je crois que je vois... Non, je vois pas de noir passer dans... Astérix et Obélix, t'es d'accord? Ouais. Toi, t'es noir? Ouais. Du coup, t'es CAF? Je suis CAF Malbar. CAF Malbar. Je suis mélangé. Attends. Après 5 semaines, est-ce que Guillaume a enfin compris son histoire? CAF, ça veut dire que tu es descendant... donc ça veut dire que tu es descendant de peuples principalement Afrique de l'Ouest et Madagascar, mais principalement Madagascar, je pense, et peuple des anciens esclaves. Exactement, très bien. Malbar, alors, Arabes, Inde et Pakistan musulmans, Malbar, Inde, catholique. Exactement. Allez là, chinois, autre ethnie, c'est chinois. Ouais. Les auréoles, c'est quand un parent est métropolitain oreilles et un parent est créole. Exactement. On a loupé du Malbar, CAF. Malbar, le Yab. Le Yab, blanc déo. Ouais. Donc dans les hauteurs. Tu ferais Yab? Moi, il paraît que je fais Yab, ouais. Parce que je suis un peu roux, non? Oui, c'est ça. T'as un peu roux, mais t'as la couleur de peau du Yab. Bon, parce que y a un Zoreille, il a une peau un peu plus blanche que toi. Ça se voit que t'as un peu une peau qui bronze un peu. Ça fait 5 semaines que je suis là, gars. Parce que sinon, ma peau, elle rougit. Moi, je suis soit écrevisse ou soit cachée d'aspirine. Okay. Avec des taches de rousseur. Ok. Mais ouais, on m'a dit que je pouvais faire c'est les Yab. taches de rousseur qui fait un peu le côté Yab et tout. Puis ta petite barbe, les yeux bleus comme ça, c'est très Yab. Vert. Raphaël, vert. Je vois vraiment pas alors du coup. Non, ouais, et il faut des lunettes. Je trouve ça vachement intéressant dans l'histoire de la Réunion, justement, parce que être blanc ne veut pas forcément dire, comme dans d'autres pays, être descendant de colonisateurs et ou être descendant d'un peuple d'oppression. Parce qu'il y a donc ce qu'on a appelé, il y avait des petits blancs et des gros blancs. Donc soit gros blanc, c'est propriétaire des terres et quand même esclavagiste du coup. Clairement. Et les petits blancs, eux, sont comme les autres peuples de la Réunion. Ils sont venus, c'est des flux migratoires, mais c'est des gens pas forcément riches qui ne se sont pas enrichis avec Il y a aussi du mélange. Et qui partent dans les hauts, qui quittent les bas et qui vont dans les montagnes. Il y a aussi eu du mélange où en fait c'est l'esclavagiste qui a eu des relations sexuelles avec une femme esclave et qui en fait a donné un enfant blanc et en fait ainsi de suite. Ce schéma c'est fait et ce qui a donné aussi les Yab de l'île. Ok. Est-ce que tu veux répondre à ma question? Est-ce que toi, donc moi je me posais la question si j'avais grandi qu'avec des figures noires dans mes BD, dans mes bandes dessinées, dans mes films, etc. Je me pose la question de comment ça m'impacterait. Est-ce que toi, du coup, avec ton carnet Astérix et Obélix, c'est des questions que tu t'es posées ou ça t'a jamais traversé l'esprit? Jamais traversé l'esprit. Moi, j'ai grandi, mes parents étaient
voulait absolument que j'ai énormément de culture générale. Ce qu'on entend par culture générale, c'est franco-métropolitaine centrée, pas culture générale créole. Les deux, en fait. Ok. C'est-à-dire que moi, très jeune, j'allais à la bibliothèque, genre vraiment à 2-3 ans. J'allais à la bibliothèque. J'allais au musée. Ma mère, à la maison, parlait français. On regardait des reportages sur France Télévisions, tu vois. Bah, bien sûr. Donc voilà. Mais en parallèle de ça, ma mère, elle m'a beaucoup appris sur la culture réunionnaise, sur ma culture, sur mes origines. Ok. Et je me rappelle de soirées où je suis à des concerts, je suis en poussette. Ouais. Tu as des concerts d'artistes créoles qui ont un engagement politique réunionnais très, très fort. Donc je grandis avec ces deux tableaux. Donc moi, jamais la question se pose d'avoir grandi avec une figure blanche ou une figure noire. J'ai grandi avec les deux et en fait... Qu'est-ce que t'aimes dans Astérix Obélix ? Parce que c'est vraiment, je trouve ça vachement intéressant, c'est vraiment une histoire imaginée, française métropolitaine, les Gaulois, tu vois. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant au musée Villèle, qui est du coup le musée sur l'esclavagisme, l'esclavage, que je conseille à tout le monde, visite guidée à 2 €. Et franchement, les gens qui la donnent sont passionnants et tout. Et il racontait notamment que pendant tout un temps, les Réunionnais, comme on est dans un département d'outre-mer, se tapaient à l'école l'histoire des Gaulois et de la France métropolitaine sans jamais aborder l'histoire de leur île. Tu vois ce que je veux dire ? Les métissages et ou l'esclavage et ou l'engagisme, autre moment historique de l'île. Mais j'ai trouvé ça ouf, je suis tombé des nues, quoi. Et donc du coup, au tableau, on écrivait... les Gaulois, et je te dis pas qu'il faut pas aussi aborder l'histoire mondiale, voire française métropolitaine, mais donc toi à l'école, tu n'as pas eu de cours d'histoire sur l'île de la Réunion, les langues, le créole, les cultures, les moments historiques? Si, pendant 1 heure, au collège, en 3e, mais 1 heure de cours sur, je sais pas combien d'heures de cours il y a dans l'histoire géo. Et en plus, c'était même pas histoire géo, c'était la partie éducation civique, je crois. Bien sûr. Et ou je me rappelle du livre qui reste à la maison toute l'année. Et en fait, un jour, le prof te dit, faudrait ramener ce livre-là. Là, oh putain, est-ce que je l'ai encore ? Je l'ai, tu le ramènes. Et en fait, il y a une page dans laquelle tu retrouves une carte de l'île et peut-être une image d'un esclave ou un truc comme ça. C'est tout. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans Astérix Obélix ? Je pense que c'est les deux personnages qui me plaisent bien et puis en fait c'est très rigolo. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire et en fait c'est un peu l'humour que j'aime bien. Donc ouais. Moi j'aimais bien Astérix, il a pas de femme. Il n'est pas dans une reproduction. C'est le héros. Il sauve souvent le village et il fait famille avec le grand banquet, le festin. C'est rigolo qu'on termine sur un autre festin là avec leur sanglier qui avait l'air tout le temps délicieux, avec dégoulinant de sauce. Moi, ça me donnait toujours un peu faim. Bon, après, je pense souvent à bouffer, et je trouvais que il a une finesse qui est peu mascue et il a une force. Bon, certains diraient qu'elle vient de la potion de la sagesse de la vieillesse, mais c'est quand même une substance, quoi. Il a son propre poppers. Mais tu vois ce que je veux dire ? Je trouve ça chouette qu'il fasse famille et qu'il soit au cœur du village sans pour autant avoir d'enfants ou de femmes. Et en revanche, il est entouré de couples. Oui. Maintenant, il y a le barde, le chanteur, là, qui chante mal. Il n'a pas de... Moi, t'es pas du tout passionné par mon propos. Mais il est très intéressant, mais c'est vrai que moi je regarde ça encore avec mon âme d'enfant et ouais, moi c'est juste des personnages qui m'ont marqué. Et puis bon, il y a eu forcément le film, donc voilà. Okay. Mais c'est vrai que sur ce genre de représentation de dessins animés, de personnages de quand je suis petit, je garde vraiment cette âme d'enfance où en fait j'ai pas envie d'intellectualiser. Ouais, je comprends. T'as écrit des choses dans ce carnet ? Ouais, c'est mon carnet 2025 où j'écris
mes objectifs. Une petite phrase, enfin, il y a petite phrase pour 2025. Tu veux nous la lire? T'as le droit de garder ça dans ton jardin secret. Je vais le garder pour moi. T'es sûr? Ouais. J'ai envie de forcer. Non, voilà, j'écris juste c'est un petit mot à 2025, je l'ai un peu personnifié où je lui dis ce que j'attends de lui pour cette année. Attends, attends, mais le dire tout fort serait... Non, mais là, je force. Mais attends, mais le dire tout fort, c'est comme un pouvoir magique. C'est manifester, c'est faire advenir. Mais tu ne souhaites pas. Non, tu dis tout fort dans ton cœur. Ouais, je le gardais vraiment pour bien, moi. Et après, je me suis mis hier soir, je me suis mis un peu les idées un peu à plat pour aujourd'hui. Parfait. De trucs. Allez, c'était la conclusion la plus longue de l'histoire. Comme d'habitude, il y a des gens qui sont contents. Comme d'habitude, je me fais maudire en mode « Ah putain, on comprend rien. Il a dit que c'était terminé, c'est pas terminé. » Ben non. Non, mais je suis... en ce moment, je sais pas pourquoi, donc l'algorithme d'Instagram et de Facebook est en train de se transformer. Mais d'ailleurs, Zuckerberg, le chef de Meta, là, a annoncé des trucs mais lunaires où en gros il dégage tous les efforts et les politiques pro-LGBT. Il a dit sur un podcast qu'il voulait plus d'agressivité et de masculinité et qu'à partir de maintenant, les algorithmes de Facebook et d'Instagram arrêteraient la censure et ou en tout cas de fact-checker et de limiter des contenus. Bon, il s'avère que je pense que ça embarquait aussi mes contenus qui sont très sexos et que du coup, les algorithmes très puritains américains, du coup, bloquaient. Donc là, soudainement, j'explose et je me tape à longueur de journée des commentaires, je me fais engueuler, je me fais malmener et tout. Et voilà. Et je trouve ça vachement intéressant parce que dans mon cheminement de créateur de contenu, j'ai vraiment de la joie à chercher cet équilibre entre mon alignement interne et donc en fait moi je suis désolé mais moi je trouve notre conversation super, ma conclusion de Milan où on change de sujet, pour moi c'est le cœur de notre discussion intime, ça va impacter l'épisode 2 parce que petit à petit tu vois dans tout ce qu'on s'est dit qui semble être allé autour de notre sujet. Moi, je pense qu'en fait, on est au cœur et que quelque chose se fait et se construit. Ça m'amuse et ça me plaît et c'est ainsi. Et les gens qui veulent pas écouter n'écouteront pas. Et à la fois, je trouve que ça reste très intéressant de me renforcer, de me muscler dans ma capacité à entendre la critique, la différence, la divergence, d'entendre la colère. Parce qu'il y a beaucoup de colère. Je reçois beaucoup de colère. Je reçois beaucoup d'hommes. C'est que des hommes, hein. Bon, j'ai une ou deux femmes qui sont un peu vénères. Mais ils sont tellement en colère, Raphaël. Ils sont tellement en colère. Les commentaires, c'est vraiment genre un niveau d'insulte. Et c'est un apprentissage pour moi sur la suite du podcast parce que les réseaux sociaux sont une vraie appel d'air pour le podcast. Pour que le podcast survive, il faut que je trouve des donatrices et des futurs témoignages. Et pour ce faire, il faut que je fasse une promotion. Comme j'ai pas assez de sous, il faut que ça soit une promotion que je paye pas. Et donc, en fait, faire des vidéos qui racontent les épisodes ou qui ajoutent du complément aux épisodes et qui donnent envie d'aller écouter, permet du coup de développer les audiences, tu vois. Donc j'ai un enjeu à trouver ma place là-dedans et à grandissant, apprendre. En fait, c'est un métier, quoi. C'est un métier à se laisser. Comment puis-je être poreux à cette violence ? Parce qu'il faut qu'elle me pénètre quelque part. Il faut que je sois à l'écoute des gens qui parlent. Parce que si je deviens dans un entre-soi qu'avec des gens qui me disent « Guillaume, t'es génial !» Moi, un, ça va me faire chier. Deux, je pense qu'on ne peut pas grandir. Et en fait, je suis très tout seul à me dire « Là, je pense que j'ai merdé, il faut que j'évolue. » Versus « Non, là, c'est ta façon de faire, Guillaume. Donc, tout le monde ne peut pas aimer et c'est OK, mais ne perds pas cette magie. » Et je trouve ça très dur de bosser seul, ouais. Ça me donne envie de conclure sur une invitation à tous mes auditeuristes chéris pour justement m'envoyer un email ou un WhatsApp avec des retours de ce qu'ils aiment moins et ou ce qu'ils aimeraient entendre sur le podcast parce que moi ça m'intéresse vraiment et en fait là je parle aux auditeuristes qui prennent jamais le temps parce qu'ils sont en train d'être au sport, de conduire et tout, donc j'avoue c'est galère quand je fais des demandes, mais il faut qu'ils se rendent compte que ces gens qui sont prêts à me faire des retours critiques intelligents, ben en fait comme ils le font pas, moi je me tape les haineux, donc faites-le. Guillaume fait des podcasts@gmail.com ou plus 33 6 61 61 57 36. C'est ça mon numéro, je crois. 06 61 61 57 36. Allez, à très vite.
Sortez vos agendas, voici les dates des prochaines rencontres entre auditeurs. Marseille, 29 janvier, Toulouse, 31 janvier, Rennes, 1er février, Nantes, 1er février aussi, Lausanne, 15 février et Metz, 21 février. Pour avoir l'heure ou le lieu ou être tenu informé des futures rencontres, tu vas sur le site du podcast, page rencontre, tu rejoins la communauté WhatsApp et le ou les groupes des villes qui t'intéressent. L'auditeur qui co-organise postera un petit message avec tous les détails. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner. Dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes. Je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver. Ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.